Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. J'espère que vous êtes bien chez vous, que vous travaillez. Ce n'est pas facile, c'est la première fois, c'est unique, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une crise mondiale, il faut faire avec. Bien, cette première vidéo, d'abord je vous l'envoie pour avoir vos réactions sur la forme et le fond, sur les aspects techniques éventuellement, est-ce que le son est visible, est-ce que les outils utilisés vous conviennent. Donc cette vidéo sera vue par les deux filières, uniquement les étudiants et pas d'autres. Vous allez recevoir périodiquement le lien de chaque vidéo que je vais faire. Et pour ce faire, je vais utiliser le document que je vous ai envoyé, le fichier PDF que j'avais appelé cours se1.pdf, dans lequel j'ai regroupé l'ensemble des slides que nous avons déjà traités, ainsi que les présentations futures. Donc vous le voyez, je suis sur la diapo 75 du fichier PDF. Autre chose, c'est que vous êtes deux filières, chaque filière il y a deux groupes. Avec certains groupes, je suis relativement en avance par rapport à d'autres groupes relativement moins en avance, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer d'exploiter cette première présentation, cette première vidéo, cette première expérience pour qu'on se mette en accord nos violons, comme on dit. Donc, comme vous le savez, nous sommes arrivés sur les dernières semaines, nous avons traité les bases du système d'exploitation basé sur Unix. Et dans ce chapitre-là, nous avons commencé par une introduction du système d'exploitation, les systèmes d'exploitation basés sur Unix. Comme vous le savez, les systèmes Ubuntu, les systèmes Debian, les systèmes, etc. etc. On peut en citer, je vais en citer chaque fois les multitudes de systèmes basés sur Unix. Donc, chaque utilisateur, ou plutôt pour utiliser un système d'exploitation Unix, il faut impérativement avoir un login. Un login, c'est un identifiant. C'est votre nom, par exemple, et il faut également avoir un mot de passe. Et le système, lorsque un utilisateur peut gérer, peut traiter, peut se connecter à sa machine, lui attribue toujours un identifiant numérique qu'on appelle User ID, qui va permettre au système de le gérer. Ensuite, comme on l'a dit à plusieurs reprises, un utilisateur n'est pas isolé. Chaque utilisateur appartient à une famille, si vous voulez, qu'on appelle groupe. Un utilisateur peut tout seul avec son groupe, comme il peut être dans d'autres groupes, où un groupe peut contenir plusieurs utilisateurs, peut contenir 1, 2, 3, N utilisateurs. Donc ce login va servir chaque fois que l'utilisateur veut se connecter, veut utiliser son système, il doit introduire son nom, son login, son identifiant. Il ne va pas introduire le UID. Le UID, ça sert pour le système qui va le gérer. Mais l'utilisateur va utiliser son login, son identifiant, par exemple ici son prénom. Et il va donner bien sûr son mot de passe qui ne sera pas affiché, il sera affiché que des étoiles. Pour sortir, pour se déconnecter, il doit introduire exit, ou sinon il doit faire éteindre la machine pour faire un logout, pour se déconnecter. Il y a également, et on l'a vu avec certains groupes, qu'il y a moyen de changer le mot de passe grâce à la commande password. On reviendra sur cette chose-là. Bien sûr, il ne faut pas oublier les règles que je vous ai mentionnées pendant les séances. Qu'un mot de passe doit être impérativement composé de un mélange de 4 choses. Des caractères majuscules, des caractères minuscules, des chiffres et des symboles ou des caractères spéciaux. Alors, le point fondamental que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est les systèmes de fichiers.
Et nous avons vu également certaines commandes associées à ce système de fichiers pour le gérer, pour manipuler, pour créer, pour modifier, etc. Donc on va voir un certain nombre de commandes de base qui sont indispensables à maîtriser pour mieux comprendre la philosophie et l'architecture du système basé sur Unix. Alors parmi les points que nous avons traités et que le système Unix gère, c'est on appelle des fichiers ordinaires, fichiers de type répertoire, et ainsi que on verra par la suite la génération, comment générer, comment appeler, comment nommer les fichiers d'une manière individuelle ou parfois d'une manière générique, en utilisant des caractères spéciaux tels que étoiles et points d'interrogation. Alors, je vous rappelle la philosophie du système GNU Linux, ou plutôt tous les systèmes basés sur Unix. Il se base sur une philosophie très simple qui se résume en 3 mots. Tout est fichier. Tout est fichier. Donc c'est une phrase très simple, mais ça donne une force majeure, une force importante à tous les systèmes basés sur Unix par rapport aux autres systèmes que vous connaissez, tels que Windows. Alors, justement, pour schématiser ça, ce slide 82 vous montre un petit peu la structure à droite du système de fichiers, comment on le perçoit schématiquement. Donc, il est hiérarchique, autrement dit, il y a une hiérarchie, il y a une racine, et chaque racine a des branches, chaque branche peut avoir des sous-branches, et chaque sous-branche peut avoir encore des branches, etc., etc. Et donc cette hiérarchie et cette arborescence est une caractéristique du système de fichiers Unix ou tout autre système GNU Linux. À l'inverse de Windows, que vous voyez sur le côté gauche, là c'est une autre façon, une autre manière, une autre philosophie propre à Windows qui est un peu particulière. C'est que les unités, par exemple ici une partition C, il a sa propre racine. Là, une autre partition ou un disque D, si vous voulez, il a sa propre racine, etc., etc. Les imprimantes sont un peu particulières, bref, le bureau, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est pas la même philosophie, c'est pas le même esprit. Alors, parmi les choses que nous avons vues, c'est les différents types de fichiers. Donc, pour résumer, il y a 4 types. Il y a les fichiers dits normaux ou réguliers, ce sont des fichiers si vous voulez, un fichier texte ou des fichiers documents, etc. Donc tout simplement c'est une simple suite linéaire d'octets. Deuxième catégorie, c'est les fichiers qu'on appelle répertoires ou dossiers. Donc c'est des fichiers particuliers qui servent à ranger, dans lesquels on va ranger des fichiers et des sous-répertoires. Troisième type, c'est les fichiers dits liens ou links, sont des sortes d'alias ou de raccourcis. Ils facilitent le partage, ça permet de nommer un fichier de plusieurs manières, etc., pour pouvoir le partager, etc., avec différents noms. On verra cette notion-là dans d'autres séances. Et le dernier type, c'est les fichiers dits spéciaux. Spéciaux parce que ce ne sont pas des fichiers ni normaux, ça diffère des fichiers répertoires et des liens symboliques parce que c'est une autre catégorie pour justement respecter la définition, la philosophie de GNU Linux, tout est fichier. Donc même les périphériques, c'est-à-dire votre écran, votre carte réseau, vos partitions, etc., sont représentés sont des fichiers spéciaux, donc sont décrits, si vous voulez, dans le fameux répertoire /dev, et après /dev, on a quelque chose, c'est-à-dire /tty, on peut avoir /dev, SDA pour les disques, etc., etc. Donc ces fichiers spéciaux, ça peut être des fichiers de type caractère, de type bloc, de type pipe, de type socket pour les réseaux, etc., etc. On reviendra par la suite sur ces choses-là. Alors, fichier ordinaire. Un fichier ordinaire, comme on l'a dit, on l'a répété, un fichier ordinaire, c'est une simple suite linéaire de caractères sans structure particulière. Bien évidemment, tous les fichiers, pas simplement les fichiers ordinaires, ils ont tous
un certain nombre de caractéristiques. C'est leur fiche d'état civil, si vous voulez. Donc, parmi ces caractéristiques, on trouve la date de création, la date de modification, les propriétaires, la taille, le groupe, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont propres à ça. Et ces caractéristiques relatives à chaque fichier sont regroupées dans un descripteur qu'on appelle inode, nœud d'index, inode, si vous voulez, en anglais. Alors, schématiquement, on a la structure suivante, enfin le schéma suivant. On a la partie inode, le côté metadata, c'est-à-dire des informations relatives au fichier, et ensuite les côtés données, le contenu propre du fichier. Donc c'est pour ça qu'un fichier, si vous voulez, cet ensemble-là, il y a cette en-tête-là qui représente les caractéristiques qu'on trouve dans un descripteur qu'on appelle inode, et le côté contenu du fichier que vous avez dans votre fichier ordinaire. Alors, pour justement illustrer cette notion, nous avons vu la commande cat qui permet de créer des petits fichiers, des fichiers courts si vous voulez, même parfois des gros fichiers. Et c'est une méthode relativement simple. Et comme on l'a vu pendant le cours, cette commande-là permet également de concaténer des fichiers. Je reviendrai sur le côté pratique par la suite pour faire ce genre pour manipuler cette commande-là. Alors, je vais vous rappeler la règle sur laquelle, ou enfin plutôt la phrase que j'ai répétée, chaque fois qu'on traite une commande, essayez de prendre votre terminal et première des choses à faire, c'est regarder son manuel pour pouvoir connaître, d'abord vous familiariser, pour connaître la signification de chaque commande et ainsi que ses options. Donc dans ce manuel-là, vous avez toutes les options nécessaires pour la commande. Donc là, je pense, je ne vais pas me tarder là-dessus puisque nous l'avons traité, nous avons fait des exemples, des exercices, etc. J'ajouterai simplement, lorsque vous avez le manuel, par exemple, vous pouvez toujours utiliser, pour chercher à l'intérieur du manuel, vous pouvez utiliser un slash et vous mettez, par exemple, ce que vous cherchez dans le fichier. Par exemple, je vais mettre ici, je cherche numéro, par exemple, il n'y en a pas. Je vais faire num, voilà, tout simplement. Peut-être que la syntaxe n'est pas ça. Une seconde, je vais prendre voilà. Donc là, lorsque je fais num, il m'a affiché, il m'a trouvé tous les mots qui commencent par num, et avec la touche N, vous pouvez chercher toutes les occurrences qu'il y a. Bien, je reviens au slide. Là, il y a une commande, ou plutôt un outil qui permet d'éditer un fichier. Il y en a pas mal sur le GNU Linux. Il y a VI et il y en a d'autres. Il y a gedit, il y a Nano, etc. On reviendra sur cet aspect-là des éditeurs de texte, les outils ou les logiciels qui permettent de manipuler les fichiers ou de gérer des fichiers tels que VI. Pour visualiser un fichier, donc comme on l'a dit, cat permet de le faire, permet de l'afficher sur écran, ou éventuellement sur un autre de l'envoyer vers un autre via les caractères de redirection. Il y a également la commande more qui permet, pareil que cat, mais d'afficher un fichier sur écran, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il nous permet d'afficher page par page, si le fichier bien sûr contient plusieurs pages. Il y a également deux commandes que nous avons traitées, c'est la commande head et tile, qui permettent respectivement d'afficher l'entête du fichier. Si vous donnez pas d'option, si vous faites head et le nom de fichier, il va vous afficher les 10 premières lignes, mais sinon vous donnez comme option tirer le nombre de lignes que vous voulez afficher, comme le nombre de lignes d'entête au début de fichier, par exemple head moins 15 fichiers, il va vous afficher les 15 premières lignes, ou sinon
tile. Tile, c'est au lieu d'afficher l'entête, il va afficher les dernières lignes, c'est-à-dire si je mets par exemple ici tile moins 20, il va afficher les 20 dernières lignes. Si je mets tile moins 1, il va afficher la dernière ligne. Bien, toutes ces commandes nous avons traitées qui permettent d'afficher le fichier. Donc il y a cat, il y a more, il y a head, il y a tile, il y en a d'autres. Bien, ensuite nous avons vu une commande qui est quand même très très importante. C'est une commande qui permet de nous afficher, de nous fournir les caractéristiques d'un fichier. C'est la fameuse commande ls. Et cette commande ls, c'est une commande que vous allez sûrement utiliser parce que pour connaître les caractéristiques des fichiers, la taille du fichier, le propriétaire, le groupe, les droits d'accès de votre fichier, quelle que soit sa nature et quel que soit son type, que ce soit un fichier ordinaire, un fichier de type répertoire, un fichier de type lien ou link ou un fichier spécial. Alors justement, les principales options, il y en a d'autres, mais les principales options que vous voyez sur ce slide, il y a "-a", "-l", "-x", etc. La première, c'est "-a", ça permet d'afficher tous les fichiers, A comme all, en particulier les fichiers qui commencent par un point, qui sont des fichiers cachés. Si ce sont des fichiers, généralement, les fichiers cachés commencent par point quelque chose. "-l", c'est pour avoir toutes les caractéristiques, les informations supplémentaires relative à votre fichier. Bien, alors on va voir justement, enfin je vais vous rappeler, on l'a déjà traité en classe à plusieurs reprises, cette commande ls. Donc je vais effacer l'écran avec la commande CTRL-L, sinon la commande clear qui permet d'effacer l'écran. Donc d'abord où je suis, donc je suis où? Je suis dans le répertoire personnel. Donc /home /utilisateur. Donc on le sait grâce à la commande pwd. Sinon, vous l'avez juste avant le prompt $ qui indique le répertoire où vous êtes. Donc je vais faire ici un ls-l. Bien. Donc la commande ls, comme vous voyez ici, ls-l, ça m'a affiché, comment dire, un listing ou une liste longue de l'ensemble des informations relatives à mes fichiers, mes répertoires qui se trouvent dans le répertoire personnel, puisque je suis dans ce répertoire personnel grâce à tilde, là vous voyez tilde. Donc là j'ai des dossiers, voilà ici le bureau. J'ai voilà, d'autres dossiers, j'ai mes documents personnels, mes images, mes modèles, mes musiques, etc. etc. Et bien sûr, c'est des fichiers par exemple ici, voilà j'ai un petit programme écrit avec un certain langage AUK, là j'ai un fichier PDF, etc. etc. Et donc là j'ai le type, comme on a dit, premier caractère, on verra ça par la suite, mais il vaut mieux le maîtriser dès maintenant. À savoir, le premier caractère, ça indique le type, c'est D comme directory. Ensuite, les 9 caractères relatifs aux permissions. Le nombre de liens. Ici, c'est le propriétaire du fichier. Là, comme ici, vous voyez, c'est un fichier dont le propriétaire est root. Le groupe, là c'est pareil, puisque root, c'est le nom d'utilisateur, super utilisateur root, mais il possède également il y a un groupe qui s'appelle root. Là, la taille, ici la date de modification, la date et l'heure de modification, et enfin, se termine par le nom du fichier. Bien, pour votre information, cette vidéo, je l'enregistre d'une manière directe. Je ne fais pas de montage. Donc, désolé s'il y a des pépins. Et l'environnement sur lequel je travaille, c'est une machine, c'est un PC que j'ai acheté 2500 dirhams et dans laquelle j'ai installé. Donc, il n'y a pas ni Windows ni rien du tout. Donc, j'ai installé là, dans cette machine-là, j'ai installé Ubuntu 16, Ubuntu version 2016, mois d'avril, je crois.
Voilà, c'est une distribution qui a un environnement bureau utility. Donc là, si ça vous dit quelque chose, donc si ça vous dit de l'installer, ici vous pouvez chercher. Ici j'ai l'explorateur de fichiers, le navigateur, etc., le terminal que j'ai épinglé pour l'avoir une fois pour toutes. Donc dans le lanceur, je l'ai mis une fois pour toutes pour ne pas chaque fois le lancer, etc., etc. Ici j'ai un autre navigateur. Là j'ai Terminator, etc. Donc je reviens à la présentation. Donc les commandes, la commande ls avec ses différentes options. Donc je pense que j'ai vu ça avec la majorité des groupes, différentes options qui permettent qui nous permettent de manipuler, de connaître les caractéristiques du fichier. Une autre commande importante, c'est la commande rm. Donc rm, c'est l'abréviation de remove. C'est une commande qui permet de supprimer un fichier ou plusieurs fichiers selon l'option que vous avez utilisée. Donc je vous ai conseillé d'utiliser l'option I. Il y en a pas mal d'options, mais celle-là elle est très intéressante et surtout pour vous au début. C'est une option qui permet de demander une confirmation chaque fois que vous voulez supprimer un ou plusieurs fichiers. Donc -i, c'est pour avoir une interaction, une confirmation entre l'utilisateur et le système. L'option -r, c'est une option qui permet de supprimer d'une manière récursive, c'est-à-dire il permet de supprimer un fichier de type répertoire et sous-répertoire. Donc vous l'utilisez chaque fois que vous voulez supprimer un répertoire ainsi que toute l'arborescence ou supprimer un répertoire qui n'est pas vide. Donc faites attention bien sûr de supprimer que les répertoires ou les fichiers dont vous êtes sûr. Une autre commande que nous avons traitée, que je pense traiter avec la majorité des 4 groupes, des 2 filières, c'est la commande move. Donc la commande move, comme son nom l'indique, ça permet de renommer ou de déplacer. Ça permet également de renommer et déplacer un fichier. Donc vous pouvez, là c'est un exemple simple, ici c'est simplement je renomme le fichier qui s'appelle F1 en un fichier F2. Voilà les exemples que je vous ai montrés pendant le cours. Move un fichier F1, F1 majuscule, hein, attention, le majuscule minuscule, il faut faire attention dans le système GNU Linux, c'est pas comme Windows, il y a une différence entre F1 majuscule et F2 minuscule. Donc là, le fichier F1 sera renommé en F2. Autrement dit, ce fichier F1 n'existera plus. De même ici, c'est move un fichier F1 que je vais déplacer dans un autre répertoire TP1 qui se trouve dans le répertoire personnel, et le fichier que je vais déplacer, ce fichier F1, sera déplacé dans le répertoire TP1 en mettant le même nom, F1. Dans le troisième exemple, là c'est un déplacement avec changement de nom. Voilà, je vais m'arrêter pour l'instant. J'espère que c'était un test, c'est une première vidéo. J'espère que si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les écrire sur la mail list pour que tout le monde puisse regarder vos remarques. Et je vais commencer à préparer d'autres vidéos. Et là, je vais augmenter la vitesse, je vais être plus rapide et plus efficace parce que là, c'était simplement une répétition et en même temps, c'est pour avoir votre avis. Merci à vous et bonne journée. Essayez de travailler essayez de ne pas être trop stressé. Je sais que c'est unique, on n'a jamais vécu cette situation-là, mais comme on dit, la vie continue. Donc bon courage et à la prochaine.